D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. Un, deux, trois. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Chers amis, bonjour. Dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Aujourd'hui, nous allons parler de biomimétisme, de comment est-ce qu'on pourrait observer la nature et apprendre de ses propriétés techniques, de ses vertus, de ses qualités. Et comment est-ce que ça pourrait nous construire quelque part un monde dans lequel on vit véritablement libre. Comment est faite cette architecture de la nature et de la vie. Nous allons voir ça avec notre ami Maxime. Bonjour. Bonjour Fardad. Comment ça va? Très bien. Super. Maxime, tu es architecte, diplômé d'architecture. Et aussi, tu gères une association qui s'appelle l'IRB, c'est ça. l'Institut Réunionnais du Biomimétisme. C'est ça, exactement. Biomimétisme. Biomimétisme, ouais, c'est un exercice, je pense, intéressant, notamment quand tu fais de la télé, pour l'articulation. Biomimétisme. Ouais. C'est parfait. On l'a créé, en effet, en décembre dernier. Ouais. Et donc, on propose, à travers le biomimétisme, de changer la façon de voir la nature et de retrouver ce regard d'enfant qui, avec l'émerveillement, on va aller chercher des fonctions. Il y a cette notion de fonction. La nature a développé des fonctions pour résoudre des problématiques depuis les milliards d'années de son expérience. Et ces fonctions-là, on peut s'en servir pour innover dans tous les domaines que ce soit, notamment dans l'architecture où la transposition est assez évidente. Et donc, admettons, on vit dans 100, 200 ans, 500 ans. Et on a construit une société parfaite, idéale, paradisiaque, où on vit libre tous ensemble. Quelle est l'architecture? Comment ça fonctionne? Où en est le biomimétisme? Je pense que l'architecture doit, comme l'homme, se retourner vers la nature, se reconnecter avec elle. Et on le voit à travers des modes de pensée qui viennent à contraire à la pente qu'on dévale sans pouvoir s'arrêter avec cette société à double vitesse, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il faut certainement se reconnecter à la nature avec peut-être cette notion aussi de ralentir, de décroître, parce qu'on n'est plus en phase avec la nature. On est beaucoup trop rapide pour elle. On est beaucoup trop, j'ai envie de dire, gourmand. Et je pense qu'il y a une notion en effet de sobriété. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est trop rapide pour la nature? Par exemple, on sait que la Terre tourne autour du Soleil à une certaine vitesse, exact, qui peut paraître faramineuse si on la compare à la vitesse d'une voiture. Tout à fait. C'est des milliers de kilomètres par seconde. En fait, comment on peut savoir que l'homme va plus vite que la Terre autour du Soleil, ou alors non, ça se calculerait autrement? Chaque année, je ne sais pas si tu en entends parler, mais il y a des études qui montrent, par exemple, ça tourne, je crois, autour de juillet-août, nous avons épuisé toutes les ressources de la Terre pour une année. On a passé le seuil de l'équilibre. C'est-à-dire à partir de maintenant, on va commencer à puiser dans les ressources de la nature et sans qu'elles puissent se renouveler. Dans le domaine de l'architecture, bien que j'adore le bois et j'essaie de le prôner dans les architectures, si on vient à se démultiplier et à multiplier les logements, les résidences secondaires, etc. en bois, les lodges et machin, les cabanes, ne serait-ce que, peu importe l'architecture, à partir du moment où on construit de plus en plus, si on construit plus vite que l'arbre ne pousse, on ne peut plus construire en bois. Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Donc l'arbre, lui, il a besoin d'un certain temps pour bien pousser, pour avoir des propriétés mécaniques, faire du bien à la nature, les sols, drainer, etc. Et donc ce temps-là, on va trop vite par rapport à ça, notamment. On détruit plus vite que la nature ne se produit, ne se crée, se reproduit. Et donc dans un monde où on vit libre, on se ralentirait par rapport à ça. Oui. Par rapport à notre destruction, voire même on arrêterait, ou on ferait autrement. Comment on ferait? Arrêter, non, puisqu'on a un besoin primaire de se loger. D'ailleurs, j'avais apporté une image une coupe d'un igloo.
et qui est une architecture que j'aime beaucoup, très primitive et à la fois très efficiente dans sa forme la plus basique, où en fait on cherche à se protéger quand même, puisqu'on vit dans des contraintes. Là on a actuellement le cyclone qui est en train de souffler sur les tôles, on ressent la nature et on sent qu'on est bien ici dans ce studio-là, qu'on est protégé par l'architecture. Donc on a cette notion d'abri qui est fondamentale et dont on a besoin. Il va falloir qu'on continue à s'abriter. Alors, je pense qu'on a moyen de s'abriter dans des dispositifs moins luxueux, voilà, plus rustiques, alors après la rusticité, ça amène une notion un peu d'esthétique aussi, et on peut être sobre et à la fois pas forcément rustique, plutôt élégant. Enfin, voilà. Ça peut être à la fois simple et beau. Je pense qu'il y a des habitats. L'igloo pour moi c'est magnifique. Ouais. Je trouve ça magnifique. C'est d'une ingéniosité en plus sans nom. On prend le matériau du site pour en faire son abri et il répond à tous les besoins qu'ont les Inuits en termes de chauffage avec les différents niveaux, etc. Ils ont même une évolutivité où on peut assembler comme ça et faire des petites communautés d'igloo avec des tranchées entre chacun des dômes, etc. Enfin, c'est très intelligent et à la fois tout le monde peut comprendre très facilement comment ça fonctionne. Alors qu'aller expliquer une tour, comment ça fonctionne un gratte-ciel à Tokyo avec des contraintes sismiques et des fondations hydrauliques, etc. Là, on voit qu'on est dans la démesure. Et pour moi, de se dire, voilà, est-ce qu'on ne descendrait pas un petit peu des étages pour déjà se remettre au niveau du sol, voilà, sans en plus il y a une vraie notion, une vraie question problématique de l'architecture, le fait de construire, c'est construire en préservant le sol, c'est-à-dire arrêter aussi de creuser. Alors j'avais cette image d'élévation, mais arrêter aussi de saigner la terre profonde et voilà, essayer de faire aussi des architectures qui soient respectueuses du sol, qui est notre richesse, qui va nous nourrir avec tout ce qu'on connaît comme écosystème à l'intérieur. Il y avait quelques photos d'architecture et de biomimétisme que tu voulais nous montrer. L'Aleina, si tu veux bien. Alors ça, c'est quoi ? Alors ça, c'était un projet que j'aime beaucoup, qui est aux Pays-Bas, où en fait, justement là, il y a plusieurs partis pris. Il y en a un notamment, donc il y a la voiture qui est présente. Là, c'est pas un projet utopique, c'est un projet qui s'est réalisé. Par exemple, on n'a pas creusé pour faire un parking souterrain déjà. Donc on a la voiture qui est au niveau du rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée. Et on a libéré, on a créé cette plateforme qui est le prolongement d'une place publique, mais dans un espace un peu plus privatif, bien qu'il n'y ait pas de clôture. Donc il y a des transparences dans le quartier, etc. Et on a laissé également la place, et on a laissé les arbres en place en pleine terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à un moment donné dans les années, je crois, 90, pareil, on a fait ces grandes dalles béton au milieu de tours, etc., qu'on peut voir dans Paris ou même dans les grandes villes. À Bordeaux, il y avait ça. Il y a Bordeaux. L'esplanade Charles de Gaulle. Et on fait des grandes jardinières pour que les arbres poussent. Mais ils sont déconnectés de la nature. Et du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions, ni la même espérance de vie, etc. Bon, c'est bien de vouloir remettre des arbres, mais là, on a les arbres donc, qui transpercent cette dalle, cette cour semi-publique, semi-privée, l'esplanade. C'est où ça ? C'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, d'accord. Voilà. Et c'était livré, je crois, en 2002. Et donc, ça permet également la voiture est après oubliée, une fois qu'on a monté cet étage, qu'on est sur ce niveau-là. On n'est que sur du piéton. Voilà. Et du coup, ça recrée du lien. Avec les gens qui y vivent. Voilà. Où du coup, on vient. Parce que pour moi, la voiture est une problématique. Ça laisse pas les gens se rencontrer. Une route, c'est une limite pour moi. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les villes, on essaie d'éloigner les voitures des centres-villes pour que le piéton reprenne sa place, pour que les enfants reprennent leur place dans l'espace urbain. C'est hyper important. Jouer sans se faire tuer. C'est hyper important. Tout à l'heure, vous parliez avec François de la curiosité, accepter et encourager à ce que le gamin développe sa curiosité, se confronte. Voilà, alors on parlait des tribus donc, qui se confrontent à l'état sauvage de la nature, mais
un enfant, comment dire, moi j'ai grandi à La Réunion et je vois que j'ai eu une liberté dans mon enfance qui m'a permis de me confronter. Et je regrette vraiment, en ayant fait mes études et travaillé en métropole, que dans les grandes villes, l'enfant reste cantonné souvent chez lui ou dans un square, etc. Et il perd sa liberté et du coup il perd son rapport au monde parce qu'on a peur, voilà, qu'il lui arrive quelque chose, etc. Et souvent, c'est ma vision, les grands axes routiers, etc. C'est ça dont on a peur aussi. La voiture fait des dangers. Et donc là, le fait de... Moi, j'habite à côté de la Nationale. J'ai peur de laisser sortir mon fils. Il a 3 ans, il court et puis... Et ça va avec... Je le sais parce que j'étais comme lui. Ça va avec la notion de vitesse. Voilà. Donc c'est une limite, c'est l'architecture, la route, le pont, la façon dont on construit notre monde peut empêcher la curiosité, le fait d'évoluer dans cet environnement. Parce que comme disait François tout à l'heure, il faudrait peut-être un monde sans route, sans pont. Non mais ça freine. Alors les ponts peuvent être aussi des très belles images, même romantiques. Le lien du pont, le pont habité. Moi c'est un truc, c'est un programme que je rêverais de faire en tant qu'architecte, un pont habité. Oh. Comme comment il s'appelle, Rio Alto, je crois. À Venise, donc c'est un pont qui a sa fonction de pont, de lien, piéton, et avec un peu de programmation, voilà, de commerce, de logement en haut, etc. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est très beau, je trouve ça très, très joli. Mais les routes multipliées, quadrillées, avec des vitesses, etc., fait que, voilà, on a peur de laisser les enfants dehors, et du coup, moi, j'ai eu cette liberté de pouvoir sortir de chez moi sans que mes parents le sachent, même des fois, n'aient peur, et je trouve que c'est hyper important. Et pour arriver à ce monde où les routes et l'architecture sont autres, ce serait quoi le déclic? Par exemple, là, il y a... Ça, j'imagine, c'est l'igloo, ça. Oui, c'était l'igloo. Ça serait quoi le déclic, par exemple, pour arriver à un monde où on fonctionnerait comme ça, par exemple, de façon rustique? Il n'y a pas grand-chose, là. Il y a un lit, il y a de quoi cuisiner. Oui, c'est ça. Les espaces de sommeil sont en haut, parce que la chaleur monte. On a les pots de bêtes tendus pour garder la chaleur et préserver la glace de la chaleur, pour pas qu'elle ne fonde. Il y a l'entrée, pareil, qui, elle, est du coup qui est semi-enterrée, qui évite les échanges d'air chaud pour qu'ils ne ressortent. D'accord, voilà. Ça garde l'air chaud dedans. Convexe. Oui, ouais, non, je sais même pas ce que je voulais dire, mais c'est contenu dans la sphère qui est au-dessus de l'espace de communication, et du coup, il n'y a pas de courant d'air et on garde bien la sphère chaude, puisque on a des contraintes climatiques très rudes, très fortes. Et il y a une toile à l'intérieur? C'est la peau de bête tendue. D'accord. Qui vient faire une double peau entre la paroi. Voilà, ça isole entre guillemets une mince lame d'air qui va garder la chaleur bien à l'intérieur et isoler la glace de la chaleur pour pas qu'elle ne fonde, voilà, non plus. Et quel serait le déclic dans notre humanité pour revenir à cette simplicité rustique, par exemple, parce que c'est ce que tu prônes quelque part, non? Les regarder la nature, puisque elle a des formes complexes des fois. La nature présente des formes très complexes d'architecture, de routes aussi. Elle a ses propres routes. Les fourmis, à travers, je crois, les phéromones, ont créé des routes invisibles. Moi, je pense que le fait de regarder ces architectures-là vernaculaires, qu'on appelle vernaculaires, c'est-à-dire millénaires, je ne saurais pas dire exactement la définition de vernaculaire, mais pour moi, c'est quelque chose qui répondent à des besoins, des besoins primitifs, de s'abriter, se nourrir, se loger, dormir. Enfin voilà. Et il y a pareil dans les déserts, où on va creuser la roche pour faire du troglodyte et trouver la fraîcheur et l'inertie de la terre avec voilà, très très peu d'ouverture toujours. Donc c'est oui. Non, c'est à travers souvent des climats arides que la contrainte fait naître le génie, puisque si on est contraint, on va essayer de trouver l'optimisation, la solution pour pallier la contrainte. Donc dans le processus d'arriver à ce monde où on vit libre, qui prend exemple sur la nature, il nous faudrait des contraintes, c'est-à-dire avec le confort actuel qu'on a, on ne pourrait pas développer ce génie qui nous permettrait d'accepter et de cheminer vers là. Je pense que si, puisque je pense qu'on peut
on n'est pas obligé d'être contraint. C'est-à-dire que ces hommes-là et ces femmes-là ont été contraints à un moment donné. Ouais. Et ils ont dû trouver une réponse absolument, sinon ils mourraient. Voilà, s'ils n'avaient pas trouvé la solution, on ne pourrait même pas parler d'eux. Donc ils l'ont trouvé. Et la nature, on est rien à l'échelle de la Terre. Nous, on a répondu à nos contraintes, voilà. Donc on a développé, on va dire, ces fonctions, voilà, de s'abriter, des igloos, etc. Et ben l'intérêt du biomimétisme, c'est pour ça que je me permets de l'introduire, et c'est regarder la nature. Qui, elle, a beaucoup plus d'expérience que nous sur cette terre et qui a répondu à des contraintes auxquelles on peut se confronter si on les isole. Voilà, un scarabée qui a besoin de garder de l'eau dans un désert pour tenir en vie pendant plusieurs jours. Voilà, il a développé une certaine morphologie de carapace qui lui permet de créer de la condensation sur sa carapace. Il peut ainsi survivre. Voilà. Mais par exemple, si on a une problématique pour innover, parce qu'on a cette contrainte de dire ok, on a un manque d'eau potable, je dis dans un monde futur, on a un vrai manque d'eau potable, comment on va pouvoir capter la moindre goutte qu'il y a dans l'atmosphère, la moindre hygrométrie? On va regarder ce scarabée-là qui a réussi ça. Et on va essayer de décomposer cette fonction-là pour peut-être créer... Il y a une technique de serre d'ailleurs, j'ai vu qu'il existe. Ouais. On les implante en littoral. Ouais. Et par condensation, il y a de l'eau douce. De la récupération. Ouais. C'est de la récupération. Et qui va nourrir les plantes elles-mêmes. Ouais, bien sûr. Ça crée de l'eau. Mais c'est des systèmes très simples. Hein, et ma vision de l'architecture de demain, pour moi, elle doit se simplifier. Ouais. Vraiment. Et donc, et la vie en général même. La vie en général, elle pourrait simplifier. T'avais pris quelques autres photos. Oui. Bon, qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Ça, c'est une image, parce que c'est une image hyper enfantine, mais bon, moi, je suis enfant, donc j'ai pas de mal à l'assumer. Ouais. J'ai trouvé sur Internet, l'homme et la nature doivent marcher ensemble, c'est-à-dire que main dans la main. Voilà, elle peut très bien faire sans nous. Ouais. Voilà. Mais si on veut continuer à s'en inspirer, il va falloir la préserver. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc il faut la préserver, voire mieux la régénérer. Ouais. Hein, si on peut, à travers nos différents projets innovants. Ou au moins ne pas empêcher qu'elle ne se régénère pas, parce qu'elle sait se régénérer toute seule. Minima, c'est ça. À minima, c'est la préserver. Voilà. Faire qu'elle reste à minima comme ça. Si on peut la faire régénérer, c'est tant mieux. Et il faudrait essayer de tout faire. Ça, cette image-là, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que j'aurais dû la mettre qu'est-ce que en ça premier. Représente? Pour moi, c'est magnifique. Alors, je suis très mathématique. C'est vraiment beau, ouais. La fractale, qui est la reproduction dans la nature, dans certains végétaux, coquillages, d'un motif répété à l'infini et agrandi, formant des formes géométriques. C'est une géométrie quasi parfaite. Je pourrais, je pense, rester, si j'avais la chance, par exemple, d'avoir un si beau coquillage entre les mains, je pourrais rester des heures, ne serait-ce qu'à le regarder. Ouais. Et je pense que aussi... il y a une beauté, il y a une précision, ça se voit. C'est clair, il n'y a rien au hasard. Il y a un coquillage sur la gauche, et sur la droite, qu'est-ce que c'est? C'est un végétal, alors lequel je ne sais pas exactement. Mais par exemple, le chou romanesco présente également une fractale. D'accord. Voilà, où c'est c'est des formes étonnamment précises. Précises et qui se répètent tout en grandissant ou en réduisant avec, je ne sais pas s'il y a toujours un centre. Mais il y avait une dernière image, raconte-nous. Oui. Alors ça, c'est quoi? C'est une pale d'éolienne. C'est un exemple d'innovation par biomimétisme. C'était pour illustrer un petit peu. Donc à gauche, on a la nageoire pectorale de la baleine à bosse, qu'on connaît bien à La Réunion puisqu'elle vient migrer. Et en haut à droite, c'est une pale d'éolienne. Voilà, c'est une pale d'éolienne qui, par biomimétisme, a réussi à optimiser, j'ai pas les chiffres, mais a réduit fortement son frottement dans l'air et a augmenté sa portance. Donc, je sais pas, ça a un gain par rapport à une pale d'éolienne classique de 20%. Et en fait, c'est hyper significatif parce que vous faites dessiner une pale d'éolienne à n'importe qui. Il va essayer de faire quelque chose de fuselé, de très très fin pour que ça fende l'air, vous voyez, presque s'il pouvait faire une feuille de papier, il ferait. Et en fait, on s'est rendu compte que les protubérances sur la nageoire, la partie d'attaque de la baleine, créaient des mini tourbillons au niveau de ces protubérances qui augmentaient tout ce que je vous ai dit, toutes les propriétés aérodynamiques. D'aérodynamique. Waouh.
Donc, c'est magnifique. Et tu parlais des peuples inuits. Comment ils faisaient pour parler à la nature? oui. Parce que aujourd'hui, on apprend en allant à l'école. Demain, ce sera peut-être dans des cours, on va dire, des transmissions d'éducation populaire par biomimétisme, on ne sait pas. Mais à l'époque, je sais pas, chez les Inuits, j'imagine, ils observaient la nature, mais ils n'avaient pas de centre scientifique, ils n'avaient pas des images comme on a là, ils avaient des chamans qui peut-être parlaient aux esprits de la nature. Mais comment nous on fonctionnera dans l'avenir selon toi? Est-ce qu'on reviendra au chaman qui nous dira là il faut écouter l'ours? Alors, Ou la grenouille nous dit que je serais ravi d'en parler après avec François, enfin de développer plutôt. on va avoir une émission ensemble. Mais pour moi, parce qu'il y a une question de liberté là dans ton émission. Par exemple, le biomimétisme, tu vois, pour moi, amène des solutions assez incroyables, mais c'est une science, d'accord? Donc, je suis pas pour forcément tout déconstruire à 100% et dire on va juste prendre un pic et chasser le poisson, tu vois. Pareil. On vit heureux lorsqu'on est libre. Moi, je suis heureux de faire mon métier. Alors, il y a certaines contraintes qui fait que des fois, ça me crispe un peu, mais je suis très heureux de faire ça et de trouver des idées pour un monde meilleur, tu vois. J'ai l'impression de pouvoir participer entre l'architecture, la nature, mes deux passions, de peut-être créer un autre modèle, tu vois, qui pourra peut-être nous aider à être un peu plus libre. Je sais pas. Et ça, qu'est-ce qui nous guiderait à faire ça? C'est-à-dire, là, on a vu que dans les images que tu nous as montrées, il y a des choses très précises. Oui. Comme le chou romanesco, le coquillage. Il y a des choses très efficaces, comme la nageoire de la baleine, sa partie d'attaque. Tout ça, ça vient bien de quelque part. C'est-à-dire l'intelligence même qui permet de voir que ça sert à quelque chose, ça vient de quelque part. C'est quelque chose qui on dirait, c'était là même avant que l'homme ne soit là, on va dire. Et quelle propriété est-ce que l'homme doit utiliser, quelle partie de son intelligence pour pouvoir découvrir ça? C'est pour ça que je posais la question des chamans, parce que peut-être qu'ils avaient une intuition. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a les méthodes d'observation scientifique. Est-ce que demain, par exemple, il ne peut pas y avoir les deux? C'est-à-dire, d'une part, de l'intuition. Je suis sûr qu'il y a de l'intuition. Ouais. Mais quand tu en parles, regarde par exemple, il y a un autre truc qui est un peu plus local. Enfin, remarque la baleine bosse, on l'a. La feuille songe. Ouais. T'as jamais, quel gamin à La Réunion n'a jamais été émerveillé de prendre une feuille songe comme ça et de balader une goutte t'as l'impression qu'elle est en lévitation, la goutte. Enfin, moi personnellement ça m'émeut encore, hein. J'ai 32 ans bientôt et je pourrais faire comme ça, jouer avec une goutte dans une feuille songe et tu vois, et tu te dis ok, ça c'est de l'intelligence, ça la nature, tu vois que c'est magique, il y a quelque chose. Est-ce que du coup on pourrait pas regarder ça d'un peu plus près, un peu plus scientifique? Alors du coup, tu vois, l'intuition, elle vient là. Elle te dit, l'intuition, c'est de dire, ok, j'ai ma curiosité et j'ai l'intuition que ce que je vois, ce qui m'émerveille, ça peut créer quelque chose de magnifique, tu vois. Voilà, c'est pour moi l'intuition, oui, est importante. Donc, on pourrait, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer finalement? Je veux dire. Par regarder la nature déjà. Ouais. Parce que plus personne ne la regarde. Comme l'enfant, tel que tu viens de le dire. Là. Voilà, comme un enfant, avec toujours ses grands yeux. Et donc, curiosité, je rejoins François là-dessus à fond. Curiosité. Et puis se tourner vers elle pour, et arrêter de la piétiner, quoi. Voilà. Et on commencerait par où? On commencerait à l'école, à la maison? Comment ça se passerait là? Parce que pour toi, on n'est pas nécessairement obligé de souffrir pour comprendre et changer. On est intelligent, on peut changer en tant qu'être humain, on peut se transformer, et faire autrement là dès maintenant sans avoir à souffrir de grosses et terribles catastrophes. Je suis pas persuadé qu'il y en ait qui... En tant qu'humain responsable et intelligent. Je suis pas sûr qu'on ait tous malheureusement cette prise de conscience. Mais on n'est pas tous, mais déjà nous, on en parle. Ouais. Les spectateurs qui nous regardent, moi j'ai confiance en eux, j'ai foi en eux qui comprennent ce qu'on est en train de dire. Ce sont des mots, des termes très simples.
Ah oui, bien sûr. et je suis certain qu'ensemble, on peut s'encourager à le faire. Oui. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois que par où on commence? Ouais. Quel premier pas? Toi, tu nous dis, regardons la nature. Mais moi, je pose la question, on la regarde où? Depuis où? Euh, je contextualise. Ouais, je comprends. Dans notre famille, par exemple, on rentre du travail, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de voir la nature. On peut prendre la peine peut-être de sortir en forêt un instant avec les enfants et puis d'observer la nature et avec émerveillement, comme tu disais. Comme si on arrivait à prendre un des objets de cette nature, un bout d'écorce, et puis le regarder comme si c'était la première fois, en être émerveillé au point de se dire « Ah mais j'ai envie de le regarder encore ». C'est ça. Ouais. C'est cet effet-là un peu hypnotisant que tu avais par rapport au coquillage. On disait mais je serais prêt à le voir encore et encore Ouais. pendant des heures. Merci Maxime. Merci à toi. Chers amis, vivez libre. D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.